Donc le magasin est le seul intermédiaire entre le producteur / dernier transformateur et le consommateur. L'ADEME rajoute là-dessus une notion de proximité en disant le circuit court, donc c'est du direct producteur, mais en plus dans un rayon de 150 km. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je reçois Paul. Il est le directeur d'une enseigne qui est présente en Haute-Savoie, mais également dans le nord de la France, qui s'appelle Otera. Otera a la particularité de ressembler à un supermarché au sein duquel on ne trouve que des produits en circuit court. Otera a été partenaire des 50 Basilic et ils m'ont offert différents produits pour le buffet que j'ai proposé aux invités. Donc je les remercie pour ça. Bien évidemment, cet épisode ne s'inscrit pas dans un partenariat ou une quelconque collaboration avec Otera. Vous savez que vous pouvez compter sur moi pour être transparente lorsque c'est le cas. Mais j'ai fait la rencontre de Paul et j'ai eu très envie d'en savoir plus sur cette notion de circuit court. Ce que j'aime avec Paul, c'est qu'il a un discours très transparent, que j'ai pu lui poser toutes mes questions, y compris la question taboue des tomates en hiver, mais également plein d'autres questions qui, je pense, vous intéresseront et répondront également à des interrogations que l'on se pose toutes et tous lorsqu'on a envie de consommer de manière un peu plus raisonnée et raisonnable. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous laisse en compagnie de Paul. Salut! Ouais, salut Jeanne. Comment vas-tu? Super bien, merci de m'accueillir sur ton podcast. Merci à toi d'avoir répondu présent. Je suis très contente d'enregistrer cet épisode parce que c'est un sujet que j'ai que très peu abordé au micro de Basilic. Donc tu vas pouvoir nous en dire un peu plus. Je vais t'inviter d'abord à te présenter s'il te plaît et ensuite on débutera avec les premières questions. Alors je m'appelle Paul, j'ai 31 ans. Et en 2 mots, sans peut-être te faire tout le parcours. Tu peux faire tout le parcours. J'ai un parcours scolaire assez classique. Moi, j'ai grandi en région parisienne. Je me suis expatrié à Annecy pour faire une classe prépa. Après, j'ai enchaîné avec une école de commerce du côté de Lille. Donc, tu vois, jusqu'ici, rien de bien original. Mais à l'issue de mes études, j'ai intégré d'ailleurs un peu par hasard l'univers de la distribution, donc, en commençant par la distribution spécialisée pour une entreprise bien connue dans laquelle j'ai travaillé 7 ans sur plusieurs magasins et sur plusieurs postes, mais toujours en magasin. Donc j'ai travaillé un peu dans le Loiret, du côté d'Orléans. Je suis revenu en région parisienne quelques années, dans l'Essonne. Et j'ai fini par la Loire où j'ai travaillé à côté de Saint-Étienne. Voilà. Donc ça m'a occupé 7 ans. Et comme beaucoup de monde, j'avais quand même une préoccupation un peu lancinante de l'utilité que j'avais par rapport à la société, du sens que j'avais envie de donner aussi à mon métier. Et comme beaucoup d'entreprises de distribution, le modèle de l'entreprise, c'était quand même de commercialiser des produits de grand import, donc produits à l'autre bout du monde, et dans une logique de gain de part de marché, donc de vendre toujours plus. À un moment, cette préoccupation, elle est devenue un peu trop forte, en fait, pour que je puisse continuer à m'épanouir dans mon ancien métier. Ceci dit, je m'éclatais dans le commerce, donc j'avais pas envie de changer complètement de secteur d'activité. Et donc j'ai décidé de faire du commerce, mais de mettre au service de ce que j'avais pu apprendre, de mettre ces compétences au service d'un réseau qui, pour moi, avait un impact en tout cas un peu plus vertueux. Et donc j'ai rejoint l'entreprise Otera, qui est une entreprise qui compte aujourd'hui 7 magasins. Enfin 8 magasins, mais donc 7 gros magasins et un petit centre-ville. Et c'est une entreprise qui s'est développée dans le Nord, j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. Et moi, j'ai été embauché pour réaliser la première ouverture en dehors des bases du réseau, donc pour créer le premier magasin sur la région Rhône-Alpes.
Voilà, donc ça c'était il y a 10 ans, 10 ans, pardon, c'était il y a 2 ans. Otera, donc c'est pas très connu, surtout localement. Peut-être qu'en 2 mots, je peux t'expliquer ce que c'est. C'est des magasins de produits frais en circuit court. C'est-à-dire qu'à peu près 70% de l'assortiment qu'on vend dans nos rayons provient de marchandises qui est achetée en direct à des producteurs, donc sans passer par des grossistes ou des centrales d'achat. Voilà en quelques mots pour te résumer ce que j'ai fait ces dernières années. Sinon, je suis en couple, papa d'un petit garçon qui a un petit peu plus d'1 an. Et donc de nouveau annécien depuis, du grand annécien, parce que, plutôt sur le territoire d'Annecy, disons, depuis 2 ans. Et donc ravi d'être de retour parce que c'est une formidable région. On en parlait justement avant d'enregistrer cet épisode. Alors tu l'as dit, Otera, vous avez pour mission de vous approvisionner en circuit court. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette notion de circuit court qui, je pense, n'est pas forcément claire pour tous les auditeurs et les auditrices, qui peut être aussi parfois associée à des notions comme produit bio. Est-ce que c'est forcément du circuit court ou pas? Est-ce que tu peux nous dresser un peu un tableau de la situation et nous expliquer ces notions? Ouais, alors effectivement, il y a beaucoup de confusion autour de cette notion-là. La circuit court, la seule définition qui vale, en fait, c'est que le magasin est le seul intermédiaire entre le producteur ou le dernier transformateur du produit. Si je prends par exemple l'exemple d'un affineur pour des fromages, donc qui n'a pas produit le fromage à proprement parler, mais qui l'a affiné dans des caves, donc il y a bien eu une transformation du produit. Donc le magasin est le seul intermédiaire entre le producteur / dernier transformateur et le consommateur du produit. L'ADEME rajoute là-dessus une notion de proximité en disant le circuit court, donc c'est du direct producteur, mais en plus dans un rayon de 150 km à vol d'oiseau. Ça, c'est la définition de l'ADEME. D'un point de vue réglementaire légal, il n'y a pas de notion de distance. Donc on peut acheter du circuit court qui est produit à 400, 500, 600 km. Circuit court égale direct producteur. Ok. Donc, en tant que consommateur, on n'est pas certain que ce soit des produits locaux finalement. Non, pas certain. Après, en tout cas, d'un point de vue réglementaire, il n'y a rien qui l'impose. Après, il y a quand même une certaine logique et puis même il y a une certaine cohérence. Et en général, quand on travaille en direct, on vient sourcer en priorité des producteurs qui sont à proximité du lieu de vente. Parce que sinon c'est le travail d'une centrale d'achat, quoi. Et quel avantage ça représente pour une structure comme la vôtre, mais aussi pour les producteurs de travailler en circuit court? J'imagine que la relation n'est pas la même que quand tu passes par une centrale d'achat, justement. Ouais, tout à fait. Alors déjà, quand on travaille en direct au producteur, c'est un producteur qu'on connaît. Donc un producteur qu'on référence, c'est un producteur qu'on a visité. On a visité son lieu de production, son lieu d'exploitation. On sait comment il travaille, on connaît son quotidien, ses problématiques, donc il y a une vraie notion de proximité. Et la proximité d'ailleurs elle est réciproque parce que nous dans notre cahier des charges, quand on travaille avec un producteur, on lui demande de venir au minimum 2 fois par an en magasin, notamment à l'occasion de la fête des producteurs qui a lieu à la fin du printemps et à la fin de l'été. Pour venir faire déguster ses produits et en parler aux clients. C'est encore le producteur qui en parle le mieux. Donc voilà, il y a une notion de proximité et de transparence. Il y a aussi une notion évidemment de juste rémunération du producteur. Quand on rémunère pas d'intermédiaire, en fait la valeur du produit, elle est répartie exclusivement entre le producteur et le magasin qui commercialise. Tu vois, si je te prends qu'un exemple... Si tu achètes 1 kilo de pommes en magasin 3 €, chez nous, ce matin par exemple, il y a 1,88 € qui revient au producteur, qui en l'occurrence produit à Coponex, donc à une quinzaine de kilomètres du magasin, à vol d'oiseau, et 88 centimes qui reviennent au magasin. Voilà. Le reste, c'est des taxes, notamment la TVA. Et donc cette rémunération, cette juste rémunération du producteur, nous, on l'expose de manière aussi très transparente parce qu'on en est fier. Donc sur les balisages en magasin, on affiche le camembert avec la répartition du prix, la photo du producteur et la distance qui le sépare du magasin, de manière à ce que ça soit le plus transparent possible pour les clients
Donc cette juste rémunération, peut-être juste pour donner pas une stat, mais un indicateur, c'est que nous, on garantit minimum 50% du prix de vente du produit qui revient au producteur. Sachant que dans les faits, on est souvent au-delà des 60, quoi. Ok. Et parce que quand ça passe par une centrale d'achat, c'est moins ? Ouais, c'est beaucoup moins parce que déjà une centrale d'achat peut acheter un grossiste qui peut elle-même acheter un demi-gros. Et donc, plusieurs intermédiaires. Ouais, exactement. Et en fait, la valeur du produit, le gâteau est le même, mais il est réparti entre beaucoup plus d'acteurs et donc chacun prend sa marge. Et donc, in fine, il en reste moins pour le producteur, quoi. Mais alors, ce qui signifie que vous, votre fonctionnement, parce que pour être allé chez Otera plusieurs fois, ça ressemble à une sorte de petit supermarché, avec des produits frais majoritairement, une petite partie épicerie, mais c'est quand même majoritairement des produits frais, des légumes, des fruits, et puis après de l'alimentaire. Ça veut dire que vous, chaque magasin doit fonctionner indépendamment, parce que vous travaillez avec les producteurs. Toi, tu vas gérer avec les producteurs autour d'Annecy, par exemple, mais les magasins qui sont dans le Nord, vous n'avez pas le système de centrale d'achat qui est plébiscité en fait par les grandes surfaces ou les moyennes surfaces. Ouais, exactement. C'est vraiment la particularité du réseau. On est sur un fonctionnement qui est complètement décentralisé. Donc, c'est-à-dire que moi, à l'exception de peut-être un ou deux producteurs, je n'ai aucun produit en commun avec mes collègues du Nord. Donc, il y a une partie du métier, même une partie importante du métier, qui est presque un métier d'acheteur ou de chef de produit, qui consiste à sourcer ces produits, à rencontrer les producteurs, à sélectionner les gammes, à fixer les prix, etc. etc. Alors pour être tout à fait complet, donc ça c'est valable pour toute la partie frais. Sur la partie épicerie, il y a un embryon de centralisation, mais qui a du sens, parce que si je prends par exemple l'exemple de la moutarde de Dijon, la moutarde de Dijon, que ce soit les clients du Nord ou les clients de la Haute-Savoie, personne ne s'attend à ce qu'elle vienne d'à côté, quoi. Elle va venir de Dijon, comme son nom l'indique. Et donc du coup, dans ces cas précis-là, ça n'a pas beaucoup de sens que tous les magasins fassent le travail de leur côté. Ça a quand même du sens que ça soit acheté au niveau du réseau, puis ventilé après sur les magasins. Ok. Mais c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Sinon, à cette exception-là, près, le référencement, les produits qu'on a dans nos étalages sont majoritairement locaux et sourcés au niveau du magasin, pas au niveau d'une centrale d'achat. Ce qui est assez atypique finalement. Ce qui est complètement atypique, ouais, c'est... Alors, j'ai pas forcément une vision exhaustive de tous les acteurs, mais à ma connaissance, on est les seuls à fonctionner de cette manière. Parce que là, vous êtes dans un réseau. Ça pouvait être le cas avec certains magasins bio indépendants, ouais. Mais il en existe quasiment plus. Et même chez Biocop, je sais qu'à l'époque, ils pouvaient acheter 20% de façon libre, sans passer par la centrale d'achat. Et je sais que ce pourcentage a été réduit au fur et à mesure des années, ce qui fait que maintenant, d'une Biocop à l'autre, tu retrouves majoritairement les mêmes produits. Ouais, je suis pas dans le secret des dieux par rapport au réseau Biocop. Je sais que le modèle a beaucoup évolué parce qu'ils étaient sur un fonctionnement décentralisé. Pour des économies d'échelle, pour gagner en efficacité, pour certainement plein de bonnes raisons. Ils ont centralisé leur fonctionnement et chemin faisant, en fait, la part des produits que les sociétaires étaient autorisés à aller chercher en local, s'est réduit. Et donc d'ailleurs, ce qui a créé, je pense, des remous dans ce réseau, on en a pas mal parlé, entre une ancienne génération très attachée à l'ancien modèle et puis une nouvelle génération qui était attachée au modèle centralisé. Tout à fait, qui continue de créer pas mal de remous. Alors, tu l'as dit, on a bien compris, circuit court, ça veut dire qui est produit à proximité ou transformé, dernière transformation à proximité du magasin. Pour autant, ça ne veut pas dire forcément que le produit est biologique. Est-ce que ça veut dire que le produit a quand même une empreinte carbone qui est inférieure ? On l'a vu à plein de reprises, par exemple les tomates. On pouvait penser qu'acheter des tomates au mois de janvier françaises, c'était plus pertinent que d'acheter des tomates marocaines. Ce qui n'est pas forcément le cas parce que en France, voilà, ça va pousser sous serre chauffée, etc. Alors, spoiler alerte, c'est mieux de ne pas consommer de tomates au mois de janvier. Mais c'était un exemple assez intéressant en fait de se dire c'est pas parce que c'est local que forcément l'empreinte carbone d'un produit va être inférieure. Ouais. Comment est-ce que vous travaillez avec ça ? Est-ce que vous travaillez sur la saisonnalité des produits ? Si un producteur te dit écoute, je peux t'avoir des tomates au mois de janvier, tu lui dis oui, tu lui dis non, comment ça se passe ? Ouais. Je me permets juste une petite digression préalable, pour être tout à fait clair, circuit court égale pas bio. Aujourd'hui, il n'y a pas de label circuit court.
Mais donc nous, il s'avère qu'en magasin, il y a des produits qui sont bio, parce que ça n'a pas forcément été, enfin c'est pas inscrit dans notre cahier des charges, c'est pas forcément ce qu'on cherchait. Mais le fait est que c'est le meilleur produit, le meilleur rapport qualité-prix, donc on aurait été bête de s'en priver. Mais en tout cas, nous, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas d'obligation à commercialiser du bio. Voilà. Donc ça, je voulais vraiment, c'était le petit point d'éclaircissement. Après, par rapport à l'efficacité, par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, en fait, c'est très variable d'une catégorie de produits à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a certaines catégories de produits où tu as 60% des émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par la production et seulement 20% par le transport. Donc, c'est-à-dire qu'à condition de production équivalente, le fait d'acheter localement par rapport au fait d'acheter au bout du monde ou juste à l'autre bout de la France, ça a un impact que 1/5 des émissions de gaz à effet de serre de la production du produit. Donc on est vraiment sur la partie congrue. En plus, comme tu le disais, par exemple, de la tomate marocaine, en général, c'est des filières qui sont hyper bien organisées, avec une logistique super bien huilée. Donc c'est des camions qui partent pleins, qui repartent pleins, et donc sur des systèmes qui sont vraiment optimisés. Si je caricature un petit peu, moi l'essentiel de mes livraisons, c'est le petit producteur dans sa petite camionnette avec quelques colis ou une palette qui repart à vide. Donc certes c'est moins loin, mais c'est beaucoup moins optimisé. Donc on ne peut pas aujourd'hui garantir effectivement que consommer local, ça soit plus efficace d'un point de vue émission de gaz à effet de serre plutôt que de consommer parfois plus lointain. Mais il y a quand même quelque chose d'assez logique et cohérent à se dire que c'est plus vertueux de consommer local qu'à l'autre bout du monde. Mais peut-être que les avantages, ils sont plutôt à regarder du côté socio-économique, les avantages socio-économiques. Tout simplement parce qu'en consommant local, on favorise l'implantation de filières, on gagne en souveraineté alimentaire. On aura peut-être aussi l'occasion d'en parler parce que la Haute-Savoie n'est pas hyper bien lotie sur ce sujet-là. Ça permet du maintien ou de la création d'emplois aussi. Donc c'est vrai que si on dézoome un peu et qu'on regarde si on fait la liste de tous les avantages, c'est quand même beaucoup plus vertueux de consommer localement. Après, sur l'aspect spécifique des émissions de gaz à effet de serre, c'est pas aussi avantageux que la logique ne le laisserait paraître. Et concernant la saisonnalité, est-ce que c'est des engagements que vous avez pris chez Otera ou toi au sein de ton magasin je citais l'exemple des tomates en hiver, mais ça peut être autre chose. Ouais, l'exemple de la tomate, il est emblématique. Alors, en fait, on a essayé d'arrêter de commercialiser de la tomate. Mais en fait, il s'avère que même en hiver, alors on parle en taux de pénétration, donc c'est-à-dire pour 100 clients qui rentrent dans le magasin, il y en a combien qui mettent des tomates dans leur caddie. C'est la tomate, sur la partie légumes, c'est la tomate qui fait systématiquement partie du top 3 ou du top 5. Donc il y a une vraie différence entre les discours qu'on peut entendre à droite à gauche et qui sont fondés sur arrêtons de consommer des produits hors saisonnalité, et de l'autre côté les attentes réelles des clients quand ils rentrent en magasin. Aujourd'hui, vous tenez un magasin alimentaire, vous ne vendez pas de tomates, vous passez la journée à vous excuser de ne pas en vendre, et vous envoyez les clients sur des magasins qui ont moins de scrupules. Donc c'est compliqué d'être dogmatique sur ce sujet-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Moi, dans mon cahier des charges par rapport à Otera, donc c'est de la tomate exclusivement française, donc certes chauffée sous serre en hiver, mais française. Et surtout, c'est vraiment présenté à minima dans les étalages, en fond de rayon. Disons que le produit, il est là pour rendre service aux clients. On n'a pas vocation à en vendre des gros volumes. Voilà. Aujourd'hui, vous rentrez dans le magasin, vous allez plutôt rentrer sur les courges, sur le poireau, sur les pommes de terre, sur des produits qui sont vraiment de saison, et pour le coup qu'on est en circuit court. La tomate aujourd'hui en circuit court, c'est pas possible. Je suis obligé de fonctionner avec un grossiste, mais voilà, plutôt dans une notion d'utilité, plus que voilà, enfin c'est ça, dans une notion d'utilité, quoi. C'est très intéressant d'avoir ton point de vue aussi, et toi qui côtoies les clients, ça va bien au-delà en fait d'effectivement ce qu'on peut se dire et de dire consommer de saison, mais c'est pas encore ancré chez tous les consommateurs. Ouais, c'est clair, tu vois. Et puis il y a un autre exemple aussi qui est emblématique, c'est que
Aujourd'hui, le fruit qui est consommé, si tu regardes à l'année, le fruit qui est le plus consommé, c'est la banane. Donc, de la banane, en Haute-Savoie, ça va être compliqué. En France, ça va être compliqué. Donc, effectivement, si tu es jusqu'au boutiste de la démarche et extrêmement dogmatique, tu te dis, je commercialise pas de banane, je commercialise pas d'avocat. La réalité économique derrière, c'est que tu te prives des 2 plus grosses lignes d'apport de chiffres d'affaires. Et donc, dans un modèle économique, ça compte aussi. Tu te prives aussi de l'utilité du service que tu rends à tes clients, en fait, qui vont pas te faire de cadeaux et qui vont juste aller voir ailleurs, quoi. Et alors, vous, chez Otera, quels critères vous avez mis en place pour sélectionner les produits que vous commercialisez en magasin? Est-ce qu'il y a une charte qui a été édictée? Il n'y a pas forcément une charte extrêmement précise qui a été écrite. On raisonne plutôt avec des garde-fous, donc ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et nous, on se réfère systématiquement à un document de référence qui s'appelle le document de la politique commerciale. Et donc, dans l'ordre de critères de sélection des produits, en premier lieu, c'est le goût. Donc, donc, chaque produit qui est évidemment vendu en magasin, c'est un produit qui a été dégusté, qui a été sélectionné par les collaborateurs, qui a été sélectionné aussi par des clients qu'on essaie d'associer à la démarche. Donc, le premier critère, c'est le goût. Le second, c'est le prix. Parce qu'on est aussi dans une démarche où on veut démocratiser une alimentation qui soit saine et vertueuse. Vertueuse pour tout ce qu'on a déjà évoqué, par rapport en termes de direct producteur et de produits le plus locaux possible. Le troisième critère, c'est le circuit d'approvisionnement, à savoir qu'on va privilégier du circuit court à de l'achat en grossiste. Et le quatrième et dernier critère, c'est l'origine du produit, où on va privilégier donc une origine qui soit départementale, régionale, puis nationale, et enfin et seulement européenne, voire même mondiale pour certaines références. Je pense par exemple à des fruits exotiques qu'on trouvera pas en Europe. Voilà, donc dans l'ordre, le goût, le prix, le circuit d'appro et l'origine du produit. Et après, une fois qu'on a fait notre choix par rapport à ça, on vérifie pour les produits transformés notamment, qu'il n'y ait pas d'additifs qui soient sur notre blacklist à nous. De manière générale, on sélectionne des recettes qui soient les plus simples et saines possibles, donc avec sans œufs, mais juste avec des produits bruts qui ont été transformés, sans additifs, sans conservateurs. Tu le disais, en Haute-Savoie, on n'est pas super bien lotis d'un point de vue autonomie ou souveraineté alimentaire. Alors je ne sais plus le pourcentage, mais un invité me l'avait dit au micro, je ne sais plus. Mais c'est rien du tout, on est très loin d'être autonome. Comment est-ce que toi tu fais? Donc tu le disais, tu peux faire appel parfois à des grossistes qui vont travailler avec d'autres producteurs. Comment tu fais, et surtout comment est-ce qu'on peut essayer de soutenir les producteurs ou la filière agricole pour que ça se développe ici, parce qu'il y a des vrais enjeux autour du foncier notamment. C'est assez compliqué en fait pour celles et ceux qui veulent s'installer. Ouais, c'est clair. Alors moi de mémoire, la Haute-Savoie, surtout le territoire d'Annecy, sur le Grand Annecy, c'est 95% de la production alimentaire qui est importée. C'est ce que j'avais en tête, mais je ne sais plus exactement, mais oui, c'était ça. Et ça fait partie vraiment du bas du classement sur les grosses agglos. Donc tu as raison, la Haute-Savoie est hyper mal lotie en termes d'autonomie alimentaire. Après, ceci dit, le constat il n'est pas le même selon les filières. La production en production maraîchère, c'est extrêmement pauvre, mais ce qui est aussi assez logique par rapport au territoire qu'on occupe, sur un territoire qui est vallonné, des montagnes, des forêts. Par contre, il est extrêmement riche sur la partie crèmerie, fromage et charcuterie. Donc moi aujourd'hui, le constat il n'est pas le même d'une filière à l'autre. J'ai du mal à trouver du maraîchage, des producteurs locaux. En revanche, j'ai pléthore d'offres sur la partie fromagerie et boucherie-charcuterie. La deuxième partie de ta question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'autonomie alimentaire. Alors déjà, il y a quand même un sujet de fond qui est le contexte du foncier en Haute-Savoie.
Tu l'as dit, on est sur un territoire qui est attractif parce qu'il y a une qualité de vie qui est remarquable. Qui plus est, il y a un marché de l'emploi qui est dynamique. Donc on a un territoire qui est très attractif. Je n'ai pas les stats exactement précises en tête, mais il me semble que pendant longtemps, si ce n'est plus d'une décennie, le territoire de la Haute-Savoie a été le département avec l'accroissement démographique le plus important. Donc chaque année, le territoire accueillait 5, 10 000, 20 000 habitants supplémentaires. C'est des gens qu'il faut loger. Et donc assez logiquement, ici peut-être en forçant peut-être un peu le trait, mais les paysans d'hier qui avaient les terres ont eu des incitations assez fortes à vendre leurs terres pour créer du logement ou du tertiaire. Donc ce qui fait que les surfaces agricoles se sont réduites comme peau de chagrin et qu'aujourd'hui ces productions agricoles elles ont été délocalisées un petit peu plus loin, quoi. Ça c'est le contexte. Maintenant, il n'y a pas forcément de fatalité et c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour recréer de l'autonomie alimentaire sur notre territoire. Donc il y a quelque chose qui commence à être fait, il y a quelque chose d'assez logique, c'est d'offrir des débouchés aux productions locales, quoi, et des débouchés qui soient facilités. Il y a quelque chose qui commence à être fait même à l'échelle nationale, c'est l'approvisionnement des cantines, des réfectoires, en priorité avec des productions locales. Après, on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait même imaginer, par exemple, inciter fortement, si ce n'est obligé, les acteurs de la distribution classique à proposer une proportion minimale de production départementale ou régionale dans leur assortiment. Tu vois, chez Oterra, c'est 70% de l'assortiment qui est proposé en direct au producteur, et donc avec une immense majorité de ces produits qui sont locaux. Ceci dit, j'ai des trous dans la raquette et donc pour combler les 30% restreints, je suis obligé de passer par des grossistes, notamment aux fruits et légumes en hors saison. Donc voilà, où évidemment localement aujourd'hui, pour reprendre de l'exemple de la tomate, de la tomate en hiver en Haute-Savoie, ça pousse pas. Et pour autant, les clients la réclament. Voilà, donc mais pour moi, le sujet de l'autonomie alimentaire, c'est de recréer des filières locales. Pour recréer des filières locales, il faut créer des incitations pour recréer des vocations. On est sur des métiers passionnants. Moi, des agriculteurs, des producteurs, j'en côtoie chaque jour ou chaque semaine dans mon métier. À chaque fois, c'est des gens qui sont passionnés, qui sont passionnants, parfois qui arrivent en bout de carrière et qui ont envie de transmettre, mais les enfants ne veulent pas forcément reprendre. Parce que c'est des métiers durs, hein. Et puis ça a quand même été... Il y a quand même un peu ce tableau-là qui a été dépeint de métiers extrêmement engageants, où on est sur des volumes horaires à 70 heures, 80 heures par semaine, pour parfois à peine se dégager un SMIC. Donc il y a aussi un sujet sur la revalorisation de ces métiers, ne serait-ce dans les médias. Il y a un sujet sur la formation, parce que l'agriculture d'hier n'est pas l'agriculture d'aujourd'hui, hein, notamment sur... comment est-ce qu'on travaille en polyactivité, comment est-ce qu'on s'adapte au réchauffement climatique, on en a parlé un petit peu. Il y a un sujet sur les débouchés, j'en ai parlé aussi. Et puis il y a peut-être aussi un sujet sur les incitations financières, les aides, les financements qu'on peut mettre à disposition de ces producteurs, de ces exploitants, pour faciliter la reprise ou pour acquérir du foncier, quoi. On sait que dans quelques années, la moitié des agriculteurs partiront à la retraite. Hein. C'est un métier vieillissant, comme on dit. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu travailles avec de jeunes producteurs, productrices qui se seraient installés il y a quelques temps, peut-être une dizaine d'années ? Ouais, dans le lot, j'en ai. Moi, j'ai à peu près 70 producteurs partenaires sur les fruits et légumes, la boucherie, le traiteur, la poissonnerie, la crèmerie, l'épicerie. Et donc dans ces 70 producteurs partenaires, j'ai effectivement des jeunes qui se sont installés ou des jeunes qui ont repris. J'ai un exemple à te donner, par exemple c'est la distillerie des Aravis, donc c'est deux jeunes qui se sont installés et qui ont repris la boutique, qui ont racheté la boutique et qui aujourd'hui proposent du génépi, de la sapinette. Voilà, donc les Aravis c'est pas très loin d'ici, c'est des produits de super qualité. Et puis on est super content de les aider à développer leur activité, quoi. Parce que ça passe aussi, tu le disais, par revaloriser le métier, mais aussi leur assurer des rémunérations qui leur permettent de vivre décemment. Quand tu travailles 70 heures par semaine et que tu gagnes le SMIC, c'est quand même compliqué. Ouais. Bon, là en l'occurrence, je pense pas que ça soit le cas parce que c'est... Sur la distillerie, non. Ouais, sur une distillerie, je pense pas. Après,
Mais je parlais pour les producteurs en général. Ouais, ces difficultés-là, elles sont plutôt connues, notamment dans le maraîchage ou la production de fruits. Ouais, bah ça rejoint là, ce qu'on se disait tout à l'heure sur la question des débouchés. Quand tu as des débouchés et des volumes qui sont assurés, avec un partenaire qui en plus a à cœur de rémunérer, alors dignement, c'est peut-être même pas assez. Je pense qu'on rémunère bien le travail quand tu offres quand tu redonnes au minimum 50% de la valeur du prix de vente du produit. Voilà, je pense que les producteurs avec nous en tout cas travaillent pas pour rien et travaillent aussi pour développer leur activité. Merci beaucoup Paul pour cette intervention au micro de Basilic. C'était très intéressant. Je pense que tu nous as beaucoup éclairé sur ces notions qui étaient encore un peu obscures de circuit court et que tu as pu aussi nous expliquer davantage comment on travaillait avec des producteurs et des productrices. Donc merci beaucoup et puis à la prochaine. Ouais, merci beaucoup Jeanne, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez grand soin de vous.